Tous ces pays sont fort émus à la pensée qu'ils ne seront pas payés ou qu'ils ne pourront pas payer. Qui pèsera ces richesses imaginaires et ces dettes imaginaires? Il y faudrait un cynique. Et le cynique de nos jours, c'est Gobseck. C'est le banquier, justement celui qui croit aux richesses imaginaires et aux dettes imaginaires. Quand Gobseck se demande ce qu'il tirera d'un mauvais papier, il pèse une croyance, il pèse une opinion, il ne pèse pas une valeur vraie. La question est de savoir s'il vendra le papier plus cher qu'il ne l'a payé. Faites croire à un amateur de tableaux qu'il vendra une absurde petite toile plus chère qu'il ne vous la paye. Alors, la valeur est bonne. On oublie de se demander si la toile en question vaut quelque chose. C'est encore plus évident pour le papier. Un des plus variables papiers de ce temps s'est appelé extension, ce qui est admirable. Et ce papier, dont la valeur était multipliée par la seule croyance, pouvait bien se transformer en un château, en une ferme, en une maison de rapport. Toutefois, un tel échange était creux. L'un, l'acheteur, pouvait disposer d'un travail utile et solide, ferme ou château. L'autre, le vendeur, n'était riche que d'une croyance. De tels échanges ne peuvent pas s'étendre sans fin. On le comprend par la fiction d'une humanité qui s'occuperait toute à échanger des papiers d'après la seule croyance qu'on peut les revendre avec profit. Qui ferait du blé, du vin, du bétail, des maisons, des voitures? Or, parce qu'il y a abondance de ces choses utiles, on ne sent pas d'abord le creux des richesses imaginaires. Mais il en est de ces richesses comme du papier-monnaie. Elles ne sont supportables qu'en relation avec les richesses réelles et le travail réel. Relation indirecte, mais qui dépend sans doute d'un excédent, d'une part laissée au jeu comme à l'oisiveté. Dès que les limites sont passées, on le sent. Une terreur se répand. Chacun vend ses richesses imaginaires et se jure de n'en jamais plus acheter. Qui avait 50 millions. C'est ainsi qu'un banquier qui avait 50 millions n'a plus rien. Mais il n'avait rien. On le croyait riche. On cesse de le croire riche. Je pense qu'il y a dans toute grande fortune une partie imaginaire, et même que la réalité des millions décroît à mesure qu'ils s'accumulent. Toutefois, cette étrange idée, si contraire à l'opinion commune, mérite une longue réflexion. Je veux seulement, d'après de telles remarques, revenir à ceci, qui est tout près des faits. L'Amérique n'a pas besoin d'argent. La France encore moins, puisqu'elle a trop d'or dans ses caves. D'où l'on peut conclure que ce n'est pas non plus l'argent qui sauverait l'Allemagne ou l'Autriche. Ces pays, soit créanciers, soit débiteurs, n'ont pas besoin d'argent. Ils ont besoin d'affaires, c'est-à-dire de commerce réel, d'échanges réels. En d'autres termes, un paiement qui n'est pas le signe d'un juste échange de produits n'a pas de sens et ne peut avoir d'effet. Les fortunes, au fond, sont des créances, et le mot est beau. À mesure qu'une dette s'accroît, elle devient imaginaire. On ne paye qu'en travail, et les journées de travail sont comptées par le soleil. Encore a-t-on vu dans le fait que le paiement en travail, sans contrepartie, c'est-à-dire sans échange, était bien capable d'appauvrir aussi le créancier. Mais ici, toute l'obscurité possible se trouve amassée. Car, enfin, si un homme travaille pour moi sans que je travaille pour lui, n'est-il pas vrai que je m'enrichis? Toutefois, je vois bien que s'il devient ingénieux à force de travail, et si moi je deviens paresseux et ignorant par l'oisiveté, la richesse et la puissance passeront de son côté. On devine ici, sans tout comprendre, le jeu d'une très juste et très sensible balance, qui toujours s'incline du côté du travail. Et, donc, payer ou ne payer pas ses grandes dettes, ce n'est jamais que croyance voltigeante. Et un artiste de politique pourrait bien chercher le moyen de faire croire seulement qu'on les paie ou qu'on les paiera. Créance, croyance. Voyez comme la langue est belle.